Oh là là. Allez. Chapitre 12. Tu as bien dormi, Jonas ? Demanda sa mère au repas du matin. Pas de rêve ? Jonas se contenta de sourire et d'acquiescer, ne voulant ni mentir ni dire la vérité. « J'ai très bien dormi, » répondit-il. « J'aimerais bien que celui-ci en fasse autant, » dit son père en se penchant pour attraper la main que Gabriel lui tendait. Alors pour rappel, chaque famille peut avoir un fille, une garçon, voilà. Et le père de Jonas est nourricier et exceptionnellement il s'occupe du petit Gabriel qui ne fait pas ses nuits. Et Gabriel, il lui reste à peu près 1 an pour réussir à faire ses nuits, sinon il sera élargi, vu qu'il ne répondra pas aux critères pour bien entrer dans la société. Le couffin était posé sur le sol à côté de lui, dans un coin près de la tête de l'enfant. L'hippopotame en peluche les fixait de ses yeux vides. « Moi aussi, fit maman, en levant les yeux au ciel. Il s'agit tellement pendant la nuit. » Jonas n'avait pas entendu le nouveau-né cette nuit, parce que, comme d'habitude, il avait effectivement bien dormi. Mais ce n'était pas vrai qu'il n'avait pas rêvé. Toute la nuit, dans son sommeil, il avait dévalé la montagne enneigée. À chaque fois, dans son rêve, c'était comme s'il y avait une destination. Quelque chose, il n'arrivait pas à saisir quoi, au-delà de l'endroit où la neige amoncelée obligeait la luge à s'arrêter. Au réveil, il conserva le sentiment qu'il avait envie, et même qu'il avait d'une certaine manière besoin, d'atteindre ce quelque chose qu'il attendait au loin. Le sentiment que c'était bien, que c'était accueillant, que c'était important. Mais il ne savait pas comment y arriver. Il se mit à rassembler ses affaires et à se préparer pour la journée, s'efforçant de balayer les restes de son rêve. L'école lui sembla un peu différente ce jour-là. Les cours étaient les mêmes, langage et communication, commerce et industrie, sciences et technologies, procédures civiles et gouvernement. Mais pendant les récréations et le repas de midi, le brouhaha régnait parmi les autres 12 ans occupés à décrire leur premier jour de formation. Ils parlaient tous à la fois, s'interrompant les uns les autres, prononçant à la hâte l'excuse consacrée, puis oubliant de nouveau dans l'excitation de partager leurs nouvelles expériences. Jonas écoutait. Il gardait très présente à l'esprit l'interdiction qui lui était faite de parler de sa formation. Mais cela aurait été impossible de toute façon. Il n'avait aucun moyen de décrire à ses amis les expériences qu'il avait faites dans l'annexe. Comment décrire une luge sans décrire une montagne et la neige ? Et comment décrire une montagne et la neige à quelqu'un qui n'a jamais connu l'altitude, ni le vent, ni ce froid dufteux et magique ? Même quand on avait été formé, pendant des années, comme ils l'étaient tous, à la précision du langage, quels mots pouvait-on utiliser pour transmettre à quelqu'un d'autre l'expérience du soleil ? Il fut donc facile à Jonas de se tenir coi et d'écouter. Après l'école, il retourna en compagnie de Fiona à la maison des anciens. « Je t'ai cherché hier, lui dit-elle, tandis qu'il pédalait, pour qu'on rentre ensemble. Ton vélo était encore là et je t'ai attendu un peu. Mais il commençait à être tard et je suis partie. Je te demande pardon de t'avoir fait attendre, dit Jonas. J'accepte tes excuses, répondit-elle automatiquement. Je suis restée un peu plus longtemps que je ne le pensais, expliqua Jonas. Elle continua à pédaler en silence, et il savait qu'elle attendait qu'il lui dise pourquoi. Elle attendait qu'il lui décrive son premier jour de formation. Mais poser la question aurait été tomber dans la catégorie de l'impolitesse. « Tu as fait tellement d'heures de bénévolat chez les anciens, dit Jonas en changeant de sujet. Il n'y aura pas grand-chose que tu ne saches déjà. « Oh, il y a beaucoup à apprendre, répliqua Fiona. Il y a tout le travail administratif et les règles alimentaires, les punitions en cas de désobéissance. Savais-tu qu'ils utilisent une baguette disciplinaire pour les anciens, la même que pour les petits-enfants? Et puis, il y a la thérapeutique occupationnelle, les activités de loisirs, les médicaments, etc. » Ils freinèrent car ils venaient d'atteindre le bâtiment. « Je pense vraiment que ça me plaira davantage que l'école, » avoua Fiona. « Moi aussi, » acquiesça Jonas en rangeant son vélo à sa place. Elle s'arrêta un instant comme si, encore une fois, elle attendait qu'il poursuive. Puis elle regarda sa montre, lui fit signe de la main et se hâta vers la porte d'entrée. Jonas resta un moment près de son vélo stupéfait. Elle venait encore d'arriver, cette chose qu'il qualifiait maintenant de capacité à voir au-delà. Cette fois, c'était Fiona qui avait subi ce changement fugace et indescriptible. C'était arrivé tandis qu'il la regardait s'éloigner et monter les marches. Elle avait changé. En fait, pensa Jonas tout en cherchant à recréer la scène dans son esprit, ce n'était pas Fiona dans son ensemble. Il semblait que c'était juste ses cheveux, et juste pendant cet instant fugace.
Il récapitula. C'était clair que cela lui arrivait de plus en plus souvent. D'abord avec la pomme, quelques semaines auparavant. La fois suivante, c'était les visages dans l'auditorium, juste 2 jours plus tôt. Et maintenant, les cheveux de Fiona. Le front plissé, Jonas se dirigea vers l'annexe. « Je vais demander au passeur, décida-t-il. Le vieil homme leva la tête et sourit quand Jonas entra dans la pièce. Il était déjà assis auprès du lit et semblait avoir davantage d'énergie aujourd'hui, comme revigoré et content de voir Jonas. « Bienvenue, dit-il. Nous devons commencer. Je suis à 1 minute de retard. »« Je vous commença Jonas en s'interrompant aussitôt, troublé à l'idée qu'il ne fallait pas s'excuser. Il ôta sa tunique et se dirigea vers le lit. « J'ai 1 minute de retard parce qu'il s'est passé quelque chose, expliqua-t-il, et j'aimerais vous poser une question à ce sujet si ça ne vous ennuie pas. » « Tu peux me demander n'importe quoi. » Jonas essaya de mettre de l'ordre dans ses idées afin d'expliquer clairement le phénomène. « Je crois qu'il s'agit de ce que vous appelez « voir au-delà », dit-il. Le passeur acquiesça. « Décris-moi ce qui se passe. » Jonas lui parla de l'expérience de la pomme, puis le moment où, de la scène, il avait vu le même phénomène se produire sur les visages de l'assistance. Et aujourd'hui, juste là, dehors, ça s'est produit avec mon amie Fiona. Qu'est-ce qui ça va, Lina? Elle-même n'a pas exactement changé, mais quelque chose chez elle a changé pendant 1 seconde. Ses cheveux ont eu l'air différents, mais pas en forme ni en longueur, je n'arrive pas. Jonas s'arrêta, frustré de ne pas parvenir à saisir ni à décrire exactement ce qui s'était passé. Il finit par dire simplement « Ils ont changé, je ne sais pas comment ni pourquoi. C'est pour ça que j'avais 1 minute de retard », conclut-il en regardant le passeur d'un air interrogatif. Quand je t'ai transmis le souvenir hier, le premier, la descente en luge. Attendez, non, en fait, pardon, excusez-moi, j'ai loupé un paragraphe. À sa surprise, le vieil homme lui posa une question apparemment sans rapport avec le fait de voir au-delà. Quand je t'ai transmis le souvenir hier, le premier, la descente en luge, est-ce que tu as regardé autour de toi? Jonas acquiesça. Oui, dit-il, mais le truc, je veux dire, la neige dans l'air empêchait de voir. Est-ce que tu as regardé la luge? Jonas réfléchit. Non, je l'ai juste senti sous moi. J'en ai aussi rêvé la nuit dernière. Mais je ne me rappelle pas avoir vu la luge en rêve non plus. Juste senti. Le passeur semblait pensif. Quand je t'observais avant la sélection, j'ai senti que tu avais probablement cette capacité et ce que tu dis le confirme. Cela s'était passé un peu différemment avec moi. Quand j'avais ton âge, juste avant de devenir le nouveau dépositaire, ça a commencé à m'arriver, quoique sous une forme différente. Avec moi, c'était... Non, je ne te le décrirai pas maintenant, tu ne comprendrais pas encore. Mais je crois pouvoir imaginer comment cela se passe pour toi. Laisse-moi faire un petit test pour confirmer mon hypothèse. Allonge-toi. Jonas se coucha sur le lit, les mains le long du corps. Il s'y sentait bien maintenant. Il ferma les yeux et attendit de sentir le contact familier des mains du passeur sur son dos. Mais le contact ne vint pas. Au lieu de cela, le passeur lui ordonna. Remémore-toi le souvenir de la descente en luge, le début seulement, quand tu es au sommet de la montagne avant de commencer à glisser. Et cette fois, regarde la luge. Excusez-moi, demanda-t-il poliment, mais est-ce que ce n'est pas vous qui devez me transmettre le souvenir? Il est à toi maintenant, il ne m'appartient plus, je te l'ai donné. Mais comment est-ce que je peux me le remémorer? Tu peux te souvenir de l'an dernier ou de quand tu étais à 7 ans ou à 5 ans, non? Bien sûr. C'est à peu près pareil. Tout le monde dans la communauté a des souvenirs sur une génération comme ceci. Mais maintenant, tu vas être capable d'aller plus loin en arrière. Essaye. Concentre-toi. Jonas referma les yeux. Il inspira profondément et se mit à chercher la luge, la montagne et la neige dans sa conscience. Et voilà. Ils étaient là, sans effort. Il était de nouveau assis au milieu du tourbillon de flocons au sommet de la montagne. Jonas sourit jusqu'aux oreilles de plaisir et souffla pour voir son haleine embuée. Puis, comme on le lui avait dit, il baissa les yeux. Il vit ses mains couvertes de nouveau d'un manteau de fourrure de neige qui tenait la corde. Il vit ses jambes et les écarta pour jeter un coup d'œil à la luge qui se trouvait sous lui. Il la contempla sidéré. Cette fois, ce n'était pas une impression fugace. Cette fois, la luge avait et continuait d'avoir tandis qu'il clignait des yeux et la regardait de nouveau.
cette même qualité mystérieuse que la pomme avait eue si brièvement, et que les cheveux de Fiona. La luge ne changea pas. Elle était juste cette chose quelle qu'elle fût. Jonas ouvrit les yeux. Il était toujours sur le lit. Le passeur le regardait avec curiosité. « Oui, dit Jonas lentement. Je l'ai vu, sur la luge. Je vais essayer encore une chose. Regarde les étagères là-bas. Tu vois les livres tout là-haut, ceux qui sont derrière la table, la dernière rangée. » Jonas les chercha du regard. Il les fixa et ils changèrent, mais le changement fut éphémère et s'évanouit l'instant d'après. « Je l'ai vu, dit Jonas. Je l'ai vu sur les livres, mais ça a disparu aussitôt. »« J'ai donc bien raison, dit le passeur. Tu commences à voir la couleur rouge. »« La quoi ?» Le passeur soupira. « Comment expliquer ? Jadis, à l'époque de ses souvenirs, toutes les choses avaient une forme et une taille, comme elles en ont encore. Mais elles avaient aussi une qualité, appelée couleur. Il y avait beaucoup de couleurs et l'une d'entre elles s'appelait le rouge. C'est celle que tu commences à voir. Fiona a les cheveux rouges. C'est très frappant d'ailleurs, je l'avais déjà remarqué. Quand tu as parlé de ses cheveux, c'est l'indice qui m'a fait penser que tu devais commencer à voir cette couleur. Et les visages, ceux que j'ai vus à la cérémonie. Le passeur secoua la tête. Non, la peau n'est pas rouge. Mais il y a du rouge dedans. En fait, il y avait une époque, tu le verras plus tard dans les souvenirs, où il y avait beaucoup de couleurs de peau différentes. C'était avant qu'on ne vienne à l'identique. Aujourd'hui, les peaux sont toutes de la même couleur, et ce que tu as vu, c'est le ton rouge qu'il y a dedans. Quand tu as vu les visages en couleur, ce n'était probablement pas aussi profond, ni vibrant que la pomme ou les cheveux de ton ami. Le passeur émit brusquement un petit gloussement. On n'a jamais réussi à maîtriser complètement l'identique. Je suppose que les généticiens travaillent dur encore pour éliminer les anomalies. Des cheveux comme ceux de Fiona doivent les rendre fous. Jonas écoutait, s'efforçant de comprendre. « Et la luge ?» demanda-t-il. « Elle avait cette chose-là, la couleur rouge ? Mais elle n'a pas changé, passeur. Elle l'avait, c'est tout. » Parce que c'est un souvenir qui remonte à l'époque où on avait la couleur. C'était tellement... J'aimerais que le langage soit plus précis, c'était tellement beau, le rouge. Le passeur acquiesça. « C'est beau. Est-ce que vous le voyez tout le temps ?»« Je les vois toutes les couleurs. Et moi je les verrai ? Bien sûr, quand tu auras les souvenirs. Tu as la capacité de voir au-delà. Tu acquerras la sagesse alors, ainsi que les couleurs, et encore beaucoup d'autres choses. » À ce moment précis, la sagesse n'intéressait pas Jonas. C'était les couleurs qui le fascinaient. Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas les voir ? Pourquoi est-ce que les couleurs ont disparu ? Le passeur haussa les épaules. Nous avons fait ce choix, le choix d'en venir à l'identique. Avant moi, avant la génération précédente, avant celle d'avant, et ainsi de suite. Nous avons abandonné la couleur, comme nous avons abandonné le soleil et supprimé les différences. Il réfléchit un moment. Nous avons conquis le contrôle de beaucoup de choses, mais nous avons dû en abandonner d'autres. Nous n'aurions pas dû, dit Jonas d'un ton farouche. Le passeur sembla saisi par la force de la réaction de Jonas. Puis il eut un sourire désabusé. « Tu es parvenu bien vite à cette conclusion, dit-il. Cela m'a pris de nombreuses années. Peut-être ta sagesse viendra-t-elle plus vite que la mienne. » Il jeta un œil à la pendule accrochée au mur. « Recouche-toi maintenant, nous avons beaucoup à faire. »« Passeur, » demanda Jonas tout en se réinstallant sur le lit. « Comment cela s'est passé pour vous quand vous êtes devenu dépositaire ? Vous avez dit que le fait de voir au-delà vous était arrivé, mais différemment. » Les mains se posèrent sur son dos. « Une autre fois, dit doucement le passeur. Je te le raconterai une autre fois. Maintenant, il faut travailler, et j'ai pensé à un moyen de t'aider à saisir le concept de la couleur. Ferme les yeux et ne bouge plus. Je vais te transmettre le souvenir d'un arc-en-ciel. » Chapitre 13. Les jours et les semaines passèrent. Jonas apprit par le biais des souvenirs les noms des couleurs. Maintenant, il commençait à toutes les voir dans sa vie ordinaire, bien qu'il sût que sa vie n'était plus ordinaire et qu'elle ne le serait plus jamais. Mais elle ne restait pas. Il apercevait du vert, la pelouse aménagée autour de la place centrale ou un buisson sur la berge de la rivière, l'orange vif des citrouilles acheminées par camion depuis les espaces agricoles situés à l'extérieur de la communauté, entrevus un instant, un éclair de couleur qui disparaissait aussitôt, et tout retrouvait la même teinte plate et sans nuance. Le pasteur lui dit que cela prendrait très longtemps avant que les couleurs ne restent. « Mais je les veux !» dit Jonas en colère. « Ce n'est pas juste que je n'ai
Pas juste que rien n'est de couleur. Pas juste? Le passeur regarda Jonas avec curiosité. Explique-moi ce que tu veux dire. Eh bien, Jonas dut s'arrêter pour réfléchir à la question. Si tout est pareil, on n'a plus le choix. Je veux dire, pourquoi me lever le matin et faire des choix? Une tunique bleue ou une tunique rouge? Il baissa les yeux sur le tissu terne de son habit. Mais c'est toujours la même chose. Puis il rit doucement. Je sais que ça n'a pas d'importance, ce que l'on porte, cela ne compte pas, mais... C'est le fait de choisir qui compte, n'est-ce pas? Demanda le passeur. Jonas acquiesça. Mon petit frère. Commença-t-il, mais il se reprit. Non, c'est inexact. Ce n'est pas vraiment mon petit frère, c'est un nouveau-né dont s'occupe ma famille. Il s'appelle Gabriel. Oui, je suis au courant. Eh bien, il est juste à l'âge où il apprend plein de choses. Il apprend les jouets quand on les lui présente. Mon père dit qu'il apprend le contrôle des muscles superficiels. Il est tellement mignon. Le passeur approuva de la tête. Mais maintenant que je vois les couleurs, au moins parfois je me dis, et si on lui présentait des objets qui étaient rouge vif ou jaune vif, et s'il pouvait choisir au lieu de l'identique? Il pourrait faire le mauvais choix. Oh! Jonas se tut un instant. Je vois ce que vous voulez dire. Ce ne serait pas grave pour un jouet d'enfant, mais plus tard ça pourrait l'être, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser les gens faire des choix. Ce serait dangereux, suggéra le passeur. Tout à fait dangereux, répliqua Jonas avec assurance. Et sinon, on les autorisait à choisir leur conjoint. Et s'ils faisaient le mauvais choix? Aussi, poursuivit-il en riant, presque devant l'absurdité d'une telle hypothèse, ils choisissaient leur métier. Ça fait peur, non? Dit le passeur. Jonas gloussa. Très peur, je ne peux même pas l'imaginer. Nous devons vraiment empêcher les gens de faire de mauvais choix. C'est plus sûr. Oui, approuva Jonas, beaucoup plus sûr. Mais quand la conversation dériva sur d'autres sujets, elle laissa à Jonas un sentiment de frustration qu'il ne parvint pas à comprendre. Il se mettait souvent en colère maintenant. Une colère irrationnelle contre ses camarades de groupe parce qu'il se satisfaisait de leur vie qui n'avait rien de l'intensité que la sienne était en train de connaître. Et il était en colère contre lui-même de ne rien pouvoir pour eux. Il essaya, sans demander la permission au passeur parce qu'il craignait ou savait qu'elle lui serait refusée. Il essaya de communiquer sa nouvelle conscience à ses amis. « Asher, dit Jonas un matin, regarde bien ces fleurs. » Il se tenait à côté d'une plate-bande de géranium près de la grande salle des registres publics. Il posa les mains sur les épaules d'Asher et se concentra sur le rouge des pétales, s'efforçant de le retenir le plus longtemps possible et en même temps de transmettre la conscience du rouge à son ami. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Asher mal à l'aise. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il se dégagea des mains de Jonas. C'était extrêmement malpoli pour un citoyen d'en toucher un autre en dehors de la cellule familiale. Non, rien, j'ai cru un instant qu'elles étaient en train de faner et qu'il fallait prévenir l'équipe du jardinage de les arroser davantage. Jonas soupira et s'éloigna. Un soir, il revint de sa formation alourdi par un nouveau savoir. Le passeur avait choisi, ce jour-là, un souvenir troublant. Au contact de ses mains, Jonas s'était brusquement retrouvé dans un endroit complètement étranger. Un endroit chaud et balayé par le vent sous un grand ciel bleu. On voyait des touffes d'herbe éparses, quelques buissons, quelques pierres un peu plus loin, une zone de végétation plus épaisse avec des arbres courts et massifs qui se dessinaient sur le ciel. Il entendait des bruits, des détonations. Il perçut le mot « fusil », puis des cris et l'énorme bruit sourd de quelque chose qui tombait en arrachant les branches des arbres. Il entendit des voix qui appelaient. Scrutant la scène depuis les arbustes derrière lesquels il se tenait caché, il se rappela que le passeur lui avait dit qu'à une époque, la peau était de couleurs différentes. 2 des hommes ici présents avaient la peau sombre, les autres étaient clairs. En se rapprochant, il les vit arracher à coups de hache les défenses d'un éléphant qui gissait sans vie sur le sol et les emporter couvertes de sang. Jonas se sentit submergé par une nouvelle perception de la couleur rouge. Puis les hommes disparurent rapidement derrière l'horizon dans un véhicule dont les roues tournaient à toute vitesse, en propulsant des petits cailloux. L'un d'eux vint le frapper au front et le blessa. Mais le souvenir se poursuivait, quoique Jonas souhaita maintenant de tout son cœur qu'il s'arrête. Il vit alors un autre éléphant émerger de derrière les arbres où il était caché. Cet éléphant se dirigea très lentement vers le corps mutilé et le contempla. Il caressa l'énorme cadavre de sa trompe sinueuse, puis il se redressa, cassa quelques branches feuillues, qui émirent un craquement sec, et en recouvrit la grosse masse de chair ensanglantée. Enfin, il pencha sa tête énorme de côté, leva la trompe et barrit dans le paysage désert.
Jonas n'avait jamais entendu un son pareil. C'était un cri de rage et de douleur qui ne semblait devoir jamais s'arrêter. Il l'entendait encore quand il ouvrit les yeux et il se retrouva, angoissé sur le lit où il recevait les souvenirs. Le cri résonnait toujours dans sa tête tandis qu'il pédalait lentement sur le chemin du retour. « Lily !» demanda-t-il ce soir à sa sœur qui prenait l'éléphant en peluche, son objet de bien-être, sur l'étagère. « Tu savais que dans le temps, il y avait vraiment des éléphants vivants ?» Elle jeta un œil à l'objet de bien-être tout éliminé et sourit jusqu'aux oreilles. « C'est ça !» dit-elle d'un ton sceptique. « Bien sûr, Jonas !» Jonas s'assit auprès d'eux pendant que son père dénouait les rubans de Lily et lui brossait les cheveux. Jonas plaça une main sur l'épaule de chacun d'eux. Il s'efforça de tout son être de leur donner un élément du souvenir. Pas du cri torturé de l'éléphant, mais de l'essence de l'éléphant, de cette bête énorme et imposante, et de la délicatesse avec laquelle elle s'était occupée de son compagnon à la fin. Mais son père avait continué à brosser les longs cheveux de Lily, et Lily s'était dégagée de l'étreinte de son frère avec un mouvement d'humeur. « Jonas, dit-elle, tu me fais mal avec ta main. »« Je te demande pardon de t'avoir fait mal, » marmonna Jonas en retirant sa main. « J'accepte tes excuses, » répondit Lily d'une voix indifférente, en caressant l'éléphant sans vie. Pasteur, demanda un jour Jonas alors qu'il s'apprêtait à se mettre au travail. Vous n'avez pas d'épouse? Vous n'avez pas le droit d'en demander une? Bien qu'il fût exempté des lois concernant la politesse, il savait bien que c'était une question impolie. Mais le passeur l'encourageait à poser des questions et ne semblait jamais embarrassé ni offensé, même par les plus personnelles d'entre elles. Le passeur pouffa. « Non, il n'y a pas de loi qui l'interdise. Et j'avais une épouse. Tu oublies que je suis vieux, Jonas. Mon ancienne épouse vit maintenant avec les adultes sans enfants. »« Oh, bien sûr. » Jonas avait effectivement oublié l'âge du passeur. Quand les adultes de la communauté vieillissaient, leur vie changeait. On n'avait plus besoin d'eux pour créer des cellules familiales. Les parents de Jonas aussi, quand Lily et lui seraient grands, iraient vivre parmi les adultes sans enfants. Tu pourras demander une épouse, Jonas, si tu le souhaites. Mais je t'avertis que cela sera difficile. L'organisation de votre vie devra être différente de celle de la plupart des cellules familiales, parce que les livres sont interdits aux citoyens. Seuls toi et moi y avons accès. Jonas jeta un regard circulaire à l'impressionnante collection de livres. De temps à autre, maintenant, il apercevait leurs couleurs. Toutes les heures qu'ils passaient ensemble étaient occupées à discuter et à transmettre des souvenirs, et Jonas n'avait encore ouvert aucun livre. Mais il lisait un titre par-ci, par-là, et savait que ces volumes contenaient des siècles de savoir et qu'un jour il lui appartiendrait. Donc, si j'ai une épouse et peut-être des enfants, je devrais leur cacher les livres. Le passeur acquiesça. Je n'avais pas le droit de partager mes livres avec mon épouse, c'est exact. Et il y a aussi d'autres problèmes. Tu te souviens de la règle qui stipule que le nouveau dépositaire ne peut pas parler de sa formation? Jonas hocha la tête. Bien entendu qu'il s'en souvenait. Elle s'était avérée de loin la plus pénible de toutes les règles qu'il devait suivre. Quand tu deviendras le dépositaire officiel, quand nous aurons terminé notre travail, on te donnera un ensemble de nouvelles règles. Ce sont les règles que je suis. Et cela ne te surprendra pas d'apprendre que je n'ai pas le droit de parler de mon travail à quiconque, excepté au nouveau dépositaire, c'est-à-dire toi. Il y aura donc toute une partie de ta vie que tu ne pourras pas partager avec ta famille. C'est dur, Jonas. C'était dur pour moi. Tu comprends, n'est-ce pas, que c'est ma vie, les souvenirs. Jonas hocha de nouveau la tête, mais il était perplexe. La vie ne consistait-elle pas en des actes qu'on fait tous les jours? À part ça, il n'y avait pas vraiment grand-chose. « Je vous ai vu vous promener, dit-il. » Le passeur lâcha un soupir. « Je me promène, je mange à l'heure des repas, et quand le comité des sages fait appel à moi, je me rends auprès d'eux pour leur donner des conseils. Est-ce que vous leur en donnez souvent ?» Jonas était un peu inquiet à l'idée qu'un jour ce serait lui qui conseillerait les dirigeants. Mais le passeur répondit que non. Rarement. Seulement quand ils se trouvent confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors ils m'appellent pour que j'aie recours aux souvenirs et que je les conseille. Mais cela se produit très rarement. Parfois, j'aimerais qu'ils fassent plus souvent appel à ma sagesse. Il y a tant de choses que je pourrais leur dire, des choses que j'aimerais les voir changer. Mais ils ne veulent pas de changement.
Leur vie est tellement ordonnée, tellement prévisible, sans douleur, c'est ce qu'ils ont choisi. Je ne vois même pas pourquoi ils ont besoin d'un dépositaire alors, puisqu'ils n'y font jamais appel, remarqua Jonas. Ils ont besoin de moi et de toi, dit le passeur sans plus d'explication. Ils s'en sont rendus compte il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans demanda Jonas. Ah oui, je sais, vous avez formé un successeur et ça n'a pas marché. Et pourquoi? Pourquoi ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nous? Le passeur sourit d'un air lugubre. Quand ça n'a pas marché avec la nouvelle dépositaire, les souvenirs qu'elle avait reçus se sont échappés. Ils ne sont pas revenus, ils sont partis. Il marqua un temps se débattant apparemment avec cette idée. Je ne sais pas exactement où. Ils sont allés là où les souvenirs étaient avant qu'on ait créé les dépositaires, quelque part, par là. Il fit un geste vague de la main. Et là, les gens y avaient accès. Apparemment, c'est comme ça que ça se passait dans le temps. Tout le monde avait accès aux souvenirs. C'était le chaos, poursuivit-il. Ils ont vraiment souffert pendant un temps. Finalement, cela s'est résorbé quand les souvenirs ont été assimilés. Mais cela leur a fait certainement prendre conscience de la nécessité d'avoir un dépositaire pour contenir toute cette douleur et tout ce savoir. Coucou, plap. Mais c'est vous qui souffrez comme ça en permanence, fit remarquer Jonas. Le passeur acquiesça. Et toi aussi tu souffriras. C'est ma vie, ce sera la tienne. Jonas pondéra cette phrase et réfléchit à ce que cela impliquerait pour lui. Avec les promenades, les repas et... Il regarda les murs couverts de livres. Et la lecture, c'est tout. Le passeur secoua la tête. Ça, ce ne sont que les choses que je fais. Ma vie est ici. Dans cette pièce? Le passeur secoua encore la tête. Il porta les mains à son visage, à sa poitrine. Non, ici, dans mon être, là où sont tous les souvenirs. Mes instructeurs de sciences et de technologie nous ont appris comment fonctionnait le cerveau, lui dit Jonas avec empressement. C'est plein d'impulsions électriques, c'est comme un ordinateur. Si on stimule une partie du cerveau avec une électrode, il s'arrêta de parler. Le passeur avait un air étrange. Ils n'y connaissent rien, dit le passeur d'un ton amer. Jonas en fut soufflé. Depuis son premier jour dans l'annexe, il passait outre les règles de politesse, et Jonas s'y était accoutumé maintenant. Mais ça, c'était différent et bien pire que l'impolitesse. C'était une accusation terrible. Et si quelqu'un l'avait entendu? Il jeta un coup d'œil rapide au haut-parleur du mur, terrifié à l'idée que le comité ait pu les écouter, comme il était en mesure de le faire à n'importe quel moment. Mais comme toujours, pendant leur séance, le bouton était en position fermée. « Rien ?» chuchota Jonas d'un ton nerveux. « Mais mes instructeurs ?» Le passeur balaya son objection du revers de la main. « Oh, tes instructeurs sont très bien formés, ils connaissent leur domaine. Tout le monde est bien formé pour son travail, c'est juste que... Sans les souvenirs, cela n'a aucun sens. C'est à moi qu'ils ont confié ce fardeau, et au dépositaire précédent et à celui d'avant. Et ainsi de suite, dit Jonas qui connaissait la formule qui revenait sans cesse. Le passeur sourit, bien que son sourire semblât d'une étrange dureté. C'est ça. Et le prochain, ce sera toi. Un grand honneur. Oui, monsieur, ils me l'ont dit lors de la cérémonie. Le plus grand honneur. Certain après-midi, le passeur le renvoyait sans travailler. Jonas savait, en arrivant, le jour où il trouvait le passeur courbé, le visage pâle, en train de se balancer d'avant en arrière, qu'il serait renvoyé chez lui. « Va-t'en » lui disait le passeur d'une voix tendue. « Je souffre aujourd'hui, reviens demain. » Ces jours-là, Jonas, inquiet et déçu, se promenait tout seul le long de la rivière. Les chemins étaient vides, à l'exception des équipes de livraison et de quelques jardiniers, çà et là. Les petits-enfants allaient tous au centre des enfants après l'école, et les plus grands étaient occupés par leur bénévolat ou leur formation. Livré à lui-même, il mettait les progrès de sa mémoire à l'épreuve. Il scrutait le paysage afin d'apercevoir le vert qu'il savait incrusté dans les buissons. Quand la couleur se mettait à vaciller devant ses yeux, Jonas se concentrait pour la conserver, l'approfondir, la retenir aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il ait mal au cœur et qu'il la laisse s'échapper. Il fixait le ciel terne et incolore, y faisant naître du bleu, et se remémorait le soleil jusqu'à ce qu'enfin, l'espace d'un instant, il en ressentit la chaleur. Il se tenait au pied du pont qui traversait la rivière, le pont que les citoyens n'étaient autorisés à passer qu'en mission officielle. Jonas l'avait traversé avec son groupe lors des sorties où ils allaient rendre visite aux communautés avoisinantes, et il savait que la terre au-delà du pont était à peu près la même, plate, bien ordonnée, avec des espaces agricoles.
Les autres communautés qu'il avait vues alors lors de ses visites étaient sensiblement les miennes que la sienne, les seules différences résidant dans le style des habitations ou les horaires des écoles. Il se demandait ce qui se trouvait dans le lointain, là où il n'était jamais allé. La Terre ne s'arrêtait pas après ces communautés voisines. Est-ce qu'il y avait des montagnes ailleurs? Est-ce qu'il y avait de grands espaces balayés par le vent, comme l'endroit qu'il avait vu en souvenir, celui où l'éléphant était mort? « Passeur ?» demanda-t-il le lendemain d'un après-midi où il l'avait renvoyé ainsi. « Qu'est-ce qui vous fait souffrir ?» Comme le passeur se taisait, Jonas poursuivit. « La grande sage m'a dit au début que la réception des souvenirs faisait horriblement souffrir. Et vous m'avez dit que l'échec de la dépositaire précédente avait relâché des souvenirs douloureux dans la communauté. Mais je n'ai pas eu mal, passeur, pas vraiment. » Jonas sourit. « Oh, je me rappelle le coup de soleil que vous m'avez transmis le tout premier jour. Mais ce n'était pas si terrible que ça. Qu'est-ce qui vous fait tant souffrir? Si vous m'en donniez un peu, peut-être que vous souffririez moins. » Le passeur hocha la tête. « Allonge-toi, dit-il. Je suppose qu'il est temps. Je ne pourrai pas t'épargner toujours. Tu devras bien finir par tout prendre. Laisse-moi réfléchir, ajouta-t-il tandis que Jonas attendait sur le lit vaguement inquiet. Ça y est, dit le passeur après un moment. J'ai trouvé, on va commencer par quelque chose de familier. On va revenir à une montagne et à une luge. Il posa les mains sur son dos. Merci pour le lurk, Louise. Chapitre 14. C'était un souvenir qui ressemblait beaucoup à l'autre, mais la montagne semblait différente, plus pentue, et il neigeait pas autant que la première fois. Jonas sentit aussi qu'il faisait plus froid. Il voyait du haut de la montagne où il attendait assis sur la luge que la neige n'était pas douce et épaisse comme la première fois, mais dure et recouverte de glace bleutée. La luge démarra et Jonas sourit de plaisir en pensant au moment où il dévalerait la pente à toute allure à travers l'air vivifiant. Mais les patins cette fois ne parvenaient pas à fendre l'épaisseur de glace comme la neige moelleuse de l'autre pente. Il dérapait de côté et la luge prenait de la vitesse. Jonas essaya de se diriger en tirant sur la corde, mais la pente et la vitesse lui retirèrent le contrôle de la luge. Il n'était plus en mesure d'apprécier le sentiment de liberté qu'il avait connu. Au contraire, il était terrifié, à la merci de la folle accélération qui l'entraînait vers le bas. En pivotant de côté, la luge vint heurter une bosse et le choc envoya Jonas voltiger dans les airs. Il retomba, la jambe coincée sous son corps et il entendit un os craquer. Son visage s'érafla sur les aspérités de la glace et quand enfin il s'arrêta de glisser, il resta immobile, en état de choc, ne ressentant tout d'abord rien que de la peur. Puis vint la première vague de douleur. Il en eut le souffle coupé. C'est comme si une hache s'était logée dans sa jambe et coupait tous les nerfs avec une lame rougie à blond. Au milieu de cette douleur atroce, il perçut le mot « feu » et sentit des flammes lécher l'os cassé et la chair à vif. Il essaya de bouger mais il n'y parvint pas. La douleur s'accrut. Il hurla. Il n'eut pas de réponse. En larmes, il détourna la tête et vomit sur la neige glacée. Du sang dégoulina de son visage dans le vomi. « Non !» hurla-t-il, le son de sa voix disparut dans le paysage désert, dans le vent. Puis brusquement, il fut de nouveau à l'annexe, en train de se tordre sur le lit. Son visage était couvert de larmes. Il pouvait bouger maintenant, et il balança son corps d'avant en arrière, respirant profondément pour évacuer le souvenir de la douleur. Il s'assit et regarda sa jambe qui était allongée bien droite sur le lit, intacte. La douleur aiguë avait disparu. Mais sa jambe le faisait encore horriblement souffrir et son visage était à vif. « Est-ce que je peux avoir le remède contre la douleur, s'il vous plaît ?» supplia-t-il. On lui en donnait toujours dans la vie quotidienne pour les coups et les petites blessures, les doigts écrasés, les crampes d'estomac ou les écorchures aux genoux dues à une chute en bicyclette. Il y avait toujours une crème anesthésiante ou une pilule ou, dans les cas graves, une piqûre qui procurait instantanément un soulagement total. Mais le passeur répondit non et détourna la tête. « Attends, je m'étire. » Ce soir-là, Jonas rentra chez lui en boitant et en poussant son vélo devant lui. La douleur du coup de soleil avait été si faible en comparaison et elle n'était pas restée. Mais cette douleur-là persistait. Elle n'était pas intolérable comme elle l'avait été sur la montagne. Jonas s'efforça d'être courageux.
Il se rappela que la grande sage avait dit qu'il était courageux. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Jonas ?» demanda son père pendant le repas. « Tu ne dis rien ce soir. Tu ne te sens pas bien? Tu veux un médicament ?» Mais Jonas se souvint du règlement. Il ne devait pas prendre de médicaments pour quoi que ce fût en rapport avec sa formation. Et il ne devait pas non plus parler de sa formation. Au moment du partage des sentiments, il se contenta de dire qu'il était fatigué, que ses cours avaient été particulièrement astreignants ce jour-là. Il se retira de bonne heure dans sa chambre, derrière la porte. Il entendait ses parents et sa sœur rire en donnant son bas à Gabriel. Ils ne savent pas ce que c'est la douleur, pensa-t-il. Cette prise de conscience lui donna un sentiment terrible de solitude et il frotta sa jambe douloureuse. Il finit par s'endormir. Toute la nuit, il rêva de l'angoisse et de l'isolement qu'il avait ressenti sur la montagne abandonnée. La formation se poursuivit, et maintenant elle comportait toujours de la souffrance. La douleur atroce de la jambe cassée finit par ne sembler guère plus qu'une gêne passagère au fur et à mesure que le passeur, d'une main ferme, conduisait Jonas parmi les souffrances profondes et terribles du passé. Chaque fois, dans sa gentillesse, le passeur terminait l'après-midi par un souvenir de plaisir riche en couleurs. Une promenade à vive allure en bateau sur un lac vert-bleu, une prairie parsemée de fleurs jaunes, un coucher de soleil orange derrière des montagnes. Cela ne suffisait pas à calmer la douleur que Jonas commençait à connaître. « Mais pourquoi ?» demanda un jour Jonas après avoir été torturé par un souvenir dans lequel on l'avait abandonné et on ne l'avait pas nourri. La faim avait créé des crampes insoutenables dans son estomac vide et distendu. Il était... Mon ventre vient de gargouiller. Il était étendu sur le lit, son corps lui faisait mal. Pourquoi est-ce qu'on doit, vous et moi, conserver ces souvenirs ? Cela nous apporte la sagesse, répondit le passeur. Sans sagesse, je ne pourrais pas remplir mon rôle de conseiller auprès du comité des sages quand ils font appel à moi. Mais quelle sagesse peut-on tirer de la faim ? Gémit Jonas. Il avait encore mal au ventre, bien que l'évocation du souvenir fût terminée. Il y a quelques années, lui dit le passeur avant ta naissance, de nombreux citoyens avaient envoyé une pétition au comité des sages. Ils voulaient augmenter le taux de naissance. Ils voulaient que chaque mère porteuse fasse 4 enfants au lieu de 3 pour que la population augmente et qu'il y ait plus de travailleurs. Jonas approuva d'un signe de tête. C'est une bonne idée. Le principe, c'était que certaines cellules familiales pourraient accueillir un enfant supplémentaire. Jonas approuva de nouveau. La mienne pourrait, fit-il remarquer. Cette année, nous avons Gabriel, et c'est bien d'avoir un 3e enfant. Le comité des sages m'a demandé conseil, poursuivit le passeur. Cela leur paraissait une bonne idée, eux aussi. Mais c'était une idée nouvelle, et ils ont eu recours à ma sagesse. Et vous avez fait appel au souvenir ? Le passeur acquiesça. Et le souvenir le plus fort qui est revenu, c'était la faim. Il a traversé plusieurs générations, plusieurs siècles. À cette époque, la population était devenue tellement nombreuse que la faim régnait partout. Une faim insoutenable, la famine, ce qui fut suivi par des guerres. Des guerres ? C'était un concept que Jonas ne connaissait pas. Mais la faim lui était familière maintenant. Il se frotta mécaniquement le ventre au souvenir de ses besoins non comblés et de la souffrance qui en avait découlé. « Et vous leur avez décrit ça ? Ils ne veulent pas entendre parler de douleur, ils veulent juste mon avis. Je leur ai simplement déconseillé d'augmenter la population. » Mais vous avez dit que ça s'était passé avant ma naissance. Ils ne font quasiment jamais appel à vous. Seulement quand ? Comment avez-vous dit ? Quand ils ont un problème auquel ils n'ont jamais été confrontés auparavant. C'était quand la dernière fois ? Tu te souviens du jour où un avion a survolé la communauté ? Oui, j'ai eu peur. Eux aussi. Ils s'apprêtaient à le descendre mais ils m'ont demandé conseil. Je leur ai dit d'attendre. Mais comment saviez-vous ? Comment saviez-vous que le pilote avait perdu son chemin ? Je ne savais pas, mais j'ai utilisé la sagesse qui me vint des souvenirs. Je savais qu'il y avait eu des époques affreuses, où les gens en avaient détruit d'autres dans la précipitation et dans la peur, et que cela va entraîner leur propre destruction. Jonas prit conscience de quelque chose. « Cela veut dire, dit-il lentement, que vous avez des souvenirs de destruction, et que vous devez aussi me les transmettre parce que je dois acquérir la sagesse ?» Le passeur acquiesça. « Mais ça va faire mal, » ajouta Jonas. Ce n'était pas une question. Horriblement mal, convint le passeur. Mais pourquoi est-ce que les souvenirs ne peuvent pas être à tout le monde ? Je pense que ce serait peut-être un peu plus facile si on les partageait.
Vous et moi n'aurions pas apporté un tel fardeau si tout le monde en avait un bout. » Le passeur soupira. « Tu as raison, dit-il. Mais alors tout le monde devrait supporter ce fardeau et cette douleur. Ils ne veulent pas de ça. Et c'est ça la vraie raison pour laquelle le dépositaire leur est tellement vital et qu'il l'honore tellement. Ils m'ont choisi, et toi aussi, pour les débarrasser de ce fardeau. » « Quand est-ce qu'ils ont décidé de ça ?» s'emporta Jonas. « Ce n'est pas juste, il faut changer ça. » »« Comment peut-on faire, à ton avis ? Je n'ai jamais réussi à trouver un moyen et je suis censé être celui qui détient toute la sagesse. »« Mais nous sommes deux maintenant, » dit Jonas vivement. « Ensemble, on peut trouver un moyen. » Le passeur le contempla d'un regard désabusé. « Et pourquoi on ne demanderait pas à changer le règlement ?» suggéra Jonas. Le passeur rit. Jonas finit par rire aussi, à contre-cœur. « Cette décision a été prise bien avant mon époque ou la tienne, » répliqua le passeur. « Et bien avant le dépositaire précédent, et... » Il marqua un temps. « Et ainsi de suite, » dit Jonas en reprenant l'expression familière. Parfois cette expression lui semblait pleine d'humour. Parfois elle lui semblait pleine de signification et d'importance. Aujourd'hui elle lui paraissait de mauvais augure. Elle signifiait, il le savait, qu'on ne pourrait rien changer. Gabriel, le nouveau-né, grandissait et réussissait les tests de maturité que lui faisaient passer chaque mois les nourriciers. Il se tenait assis tout seul maintenant, tendait la main pour attraper les petits objets ludiques et il avait 6 dents. Papa racontait que pendant la journée, il était de bonne humeur et semblait d'une intelligence normale. Mais il continuait à mal dormir la nuit, à geindre et à demander une attention soutenue. Avec toutes les heures supplémentaires que j'ai faites, dit papa un soir où Gabriel avait pris son pain et était couché tranquillement son hippopotame dans les bras, dans le petit berceau qui avait remplacé le couffin, j'espère qu'ils ne vont pas décider de l'élargir. Peut-être que ce serait mieux, suggéra maman. Je sais que ça ne te gêne pas de te lever la nuit, mais pour moi le manque de sommeil est extrêmement dur à supporter. S'ils élargissent Gabriel, est-ce qu'on pourra avoir un autre nouveau-né en pension ? Demanda Lily. Elle était assise auprès du berceau et faisait des grimaces à l'enfant qui lui répondait par des sourires. La mère de Jonas leva les yeux au ciel d'un air consterné. « Eh non !» dit papa en souriant. Il passa sa main dans les cheveux de Lily. De toute façon, il est très rare que le statut d'un nouveau-né soit aussi incertain que celui de Gabriel. Cela ne se reproduira sans doute pas de sitôt. « Quoi qu'il en soit, » ajouta-t-il en soupirant, « ils ne prendront pas la décision d'ici un moment. Pour l'instant, nous nous préparons à un élargissement qui sera probablement pour très bientôt. Il y a une mère porteuse qui attend des jumeaux de sexe masculin pour le mois prochain. »« Oh non !» dit maman en secouant la tête. « Si ce sont des vrais jumeaux, j'espère que ce n'est pas toi qui devras. » « Si c'est moi, je suis le prochain sur la liste. C'est moi qui devrais choisir lequel on garde et lequel on élargit. Remarque, en général, ce n'est pas difficile, c'est souvent juste une question de poids à la naissance, on élargit le plus petit. » Jonas, tout en écoutant, se prit soudain à penser au pont et aux fois où, se tenant à son pied, il s'était demandé ce qu'il y avait ailleurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui attendait de recevoir le petit jumeau élargi ? Est-ce qu'il grandirait ailleurs sans savoir jamais que dans cette communauté existait un être qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau ? Pendant un instant, il vit vaciller une petite lueur d'espoir dont il savait qu'elle était parfaitement idiote. Il espérait un instant que c'était Larissa en train d'attendre. Larissa, la vieille dame qui l'avait aidé à prendre son bain. Il se souvenait de ses yeux pétillants, de sa voix douce, de ses petits gloussements. Fiona lui avait dit récemment que Larissa avait été élargie lors d'une merveilleuse cérémonie. Mais il savait qu'on ne donnait pas d'enfants à élever aux anciens. La vie de Larissa, ailleurs, serait calme et sereine comme il convenait aux anciens. Il n'apprécierait pas la responsabilité d'un enfant qui avait besoin qu'on les nourrisse et qu'on s'occupe de lui qui pleurerait sans doute la nuit. « Maman, papa ?» demanda-t-il brusquement car l'idée venait de lui traverser l'esprit. « Et si on mettait le berceau de Gabriel dans ma chambre ce soir ? Je sais comment lui donner le biberon et le calmer. Ça vous permettrait à toi et à papa de récupérer un peu. » Papa n'avait pas l'air convaincu. « Tu dors tellement profondément, Jonas, et s'il s'agite et que tu ne l'entends pas ?» Ce fut Lily qui répondit à cette objection. « Si personne ne s'occupe de Gabriel, remarqua-t-elle, il fait beaucoup de bruit. Il nous réveillera tous si Jonas continuait à dormir. » Papa rit. « Tu as raison, Lily Loulette. D'accord, Jonas, et essayons pour ce soir. Je vais prendre une nuit de congé, maman pourra se reposer, elle aussi. » Gabriel dormit d'un sommeil régulier pendant la première partie de la nuit. Dans son lit, Jonas resta un moment éveillé. De temps à autre, il se soulevait sur le coude pour regarder dans le berceau. L'enfant était sur le ventre, les 2 bras autour de la tête, les yeux fermés et sa respiration était régulière et paisible. Jonas finit par s'endormir à son tour.
Puis, vers le milieu de la nuit, le bruit que faisait Gabriel en s'agitant réveilla Jonas. L'enfant se retournait sous ses couvertures en remuant les bras et commençait à geindre. Jonas se leva et s'approcha de lui. Il lui caressa doucement le dos. Parfois cela suffisait à le rendormir, mais l'enfant continua à se tortiller sous sa main. Toujours en le berçant d'une main, Jonas se mit à penser à la magnifique promenade en bateau que le passeur lui avait transmise peu de temps auparavant. Un jour de beau temps clair sur un lac turquoise transparent, et au-dessus de lui la voile blanche du bateau qui se gonflait au vent. Il n'avait pas conscience de transmettre le souvenir. Mais soudain Jonas s'aperçut qu'il s'atténuait, et qu'il était en train de passer de sa main dans l'être de l'enfant. Gabriel se tut. Saisi, Jonas rattrapa ce qui restait du souvenir dans un sursaut de volonté. Il ôta sa main du petit dos et resta debout, sans bruit, près du berceau. En lui-même, il se remémora le souvenir de la promenade en bateau. Il était toujours là, mais le ciel était moins bleu, le rouillis du bateau plus lent, l'eau du lac était plus trouble. Il retint cette image un moment pour apaiser sa nervosité déclenchée par ce qui venait de se produire, puis la laissa partir et retourna se coucher. Attendez, je fais une pause miam parce que... J'ai besoin de manger. Et vous avez mangé quoi ce midi? Le frigo est vide. Terrible. T'as pas encore miam encore? T'as pas faim, Léna? Moi, j'ai tout le temps faim. Vers l'aube, de nouveau, l'enfant se réveilla et se mit à pleurer. De nouveau, Jonas vint le voir. Cette fois, il plaça délibérément une main ferme sur le dos de Gabriel et lui abandonna le reste de cette journée apaisante sur le lac. De nouveau, Gabriel s'endormit. Mais Jonas s'était réveillé et il pensait. Il ne restait plus désormais qu'une vague trame du souvenir et il sentait un petit vide à cet endroit. Il savait qu'il pourrait demander au passeur une autre promenade en bateau, sur l'océan peut-être, la prochaine fois, car Jonas avait maintenant le souvenir de l'océan et savait ce que c'était. Il savait que là aussi il y avait des bateaux, dans des souvenirs qui lui restaient encore à acquérir. Il se demandait toutefois s'il devait avouer au passeur qu'il avait transmis un souvenir. Il n'avait pas encore la qualification d'un passeur, pas plus que Gabriel n'avait été choisi pour être dépositaire. Le fait d'avoir ce pouvoir lui faisait peur. Il décida de ne rien dire. Je vous lis un dernier chapitre. Très court, vous allez voir. Chapitre 15. Jonas entra dans l'annexe et comprit immédiatement que c'était un jour où il serait renvoyé chez lui. Le passeur était contracté dans son fauteuil, le visage dans les mains. « Je reviendrai demain, monsieur, dit-il rapidement. Puis il hésita. « À moins que je ne puisse faire quelque chose pour vous aider. » Le pasteur leva les yeux, le visage déformé par la douleur. « S'il te plaît, suffoqua-t-il, prends un peu de la souffrance. » Jonas l'aida à s'installer dans le fauteuil placé à côté du lit. Puis il enleva vite sa tunique et s'allongea sur le ventre. « Placez vos mains sur mon dos, lui ordonna-t-il, conscient que dans l'état d'angoisse où il se trouvait, le passeur pouvait avoir besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Les mains se posèrent sur son dos et avec elles vint la souffrance. Jonas prit son courage à deux mains et pénétra dans le souvenir qui torturait le passeur. Il se trouvait dans un endroit où régnait le bruit et la confusion et qui sentait la charogne. Il faisait du jour, tôt le matin, et l'air était tellement épaissi par une fumée d'un jaune marron qui flottait au-dessus du sol. Partout autour de lui, sur toute l'étendue de ce que semblait être un pré, gisaient des hommes en train de gémir. Un cheval aux yeux égarés dont la bride déchirée pendait courait frénétiquement parmi les hommes entassés, en secouant la tête et en hennissant de peur. Il finit par trébucher, tomba et ne se releva pas. Jonas entendit une voix près de lui. « De l'eau !» murmurait la voix d'un ton rogue et altéré. Il tourna la tête en direction de la voix et vit les yeux à demi fermés d'un garçon qui semblait à peine plus âgé que lui-même. Le visage du garçon et ses cheveux blonds emmêlés étaient couverts de boue.
Il était affalé sur le sol et du sang frais et humide luisait sur son uniforme gris. Les couleurs du carnage étaient d'une intensité grotesque. Le suintement écarlate sur le tissu grossier et poussiéreux, les brins d'herbe étonnamment verts dans les cheveux jaunes du garçon. Le garçon le fixait du regard. « De l'eau !» implora-t-il de nouveau. Quand il parlait, un nouveau jet de sang inondait le tissu épais de son habit, sur la poitrine et sur la manche. Un des bras de Jonas était immobilisé par la douleur et il pouvait voir à travers sa manche déchirée quelque chose qui ressemblait à de la chair déchiquetée et à de l'os brisé. Il fit une tentative avec l'autre bras et le sentit bouger. Lentement, il porta la main à son côté, trouva la gourde en métal et ôta le bouchon, interrompant de temps à autre le mouvement infime de sa main pour laisser passer la douleur qui montait par à-coups. Quand la gourde fut enfin ouverte, il allongea doucement le bras, centimètre par centimètre par-dessus la terre trempée de sang, et la porta aux lèvres du garçon. L'eau tomba dans la bouche implorante et dégoulina sur le menton grasseux. Le garçon lâcha un soupir. Il renversa la tête en arrière et sa mâchoire inférieure tomba, comme s'il venait d'être surpris par quelque chose. Un voile inerte recouvrit lentement ses yeux. Il ne dit plus rien. Mais le bruit se poursuivait tout autour, les cris des blessés qui réclamaient de l'eau, leur mère et la mort. Les cheveux couchés à terre poussaient des hennissements perçants, redressaient la tête et ruaient vers le ciel au hasard. Jonas entendait les canons gronder dans le lointain. Submergé par la douleur, il resta allongé pendant des heures dans l'effroyable puanteur, à écouter mourir les hommes et les animaux, et il apprit ce que c'était la guerre. Enfin, quand il comprit qu'il ne pouvait plus le supporter, qu'il serait prêt à accueillir la mort lui aussi, il ouvrit les yeux et se retrouva de nouveau sur le lit. Le passeur détourna son regard, comme s'il refusait de voir ce qu'il avait fait à Jonas. « Pardonne-moi, dit-il. »« Hop là, c'est fini pour aujourd'hui !» On est bientôt à la fin.